Tu n'as pas voulu t'affranchir de tes obligations. N'essaie pas de me retenir, il est trop tard de toute façon. Ma vie est tout autre. Mon cœur a une autre. J'ai ouvert la porte. Sous Alter Radio, l'IFE 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. On avait vu avec Trump la fermeture de la frontière, le projet de construction d'un mur, les parents et les enfants séparés, les camps de transit installés au Mexique. Depuis que Biden est arrivé, il a une image beaucoup plus bienveillante, mais c'est clair qu'il n'arrive pas à régler cette situation. Bienvenue dans le magazine événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Semaine 6 juin 2022, c'est semaine 9e sommet américain. Gros rendez-vous, c'est Los Angeles dans États-Unis. Côté président américain Joe Biden a recevoir dirigeants tout continent pour discuter sur gros questions qui intéressent. Nous connaissons délégation Cuba, Venezuela avec Nicaragua pas joindre invitation pour participer dans Rumblessa. Question ça a tellement fait polémique, les presque dominé par rapport à thème sommaire. Thème nan, c'est construire un avenir durable, côté nous capables de faire face à catastrophe et puis un avenir qui égaux pour nous toutes bossa dans planète Terre. C'est ça que thème nan dit en français, construire un avenir durable, résilient et équitable pour notre hémisphère. En réalité, pour États-Unis, ça qui est important, c'est calibrer relation avec reste continent pour qu'embé et puis développer influence li pendant la Chine représentait une menace par rapport à façon l'avancer dans zone Amérique latine, une zone États-Unis considérée tant que la cour derrière la Kaili. C'est un programme spécial n'a proposé, un programme en deux parties, côté n'a fait un bilan relation États-Unis avec Amérique latine et puis après ça n'a regardé agenda Joe Biden, président américain pour région. Alors avant ça, un petit mot qui concernait nous-mêmes avec vous, ça veut dire auditeurs, auditrices Alter Radio avec équipe Alter Radio. J'en connais depuis 30 mai, nous t'es entré dans une opération majeure, nous relais un transfert technique qui fait à partir de week-end passé, nous commençons à fonctionner avec l'autre installation antenne, studio et puis bureau. Changement ça concerne toute l'autre activité groupe Média Alternatif. Travail duré toute semaine passée et a continué toujours. Et c'est ça que fait pendant l'émission en direct nous ça capable arriver ou tendez quelques bruits parce que nous gagnons équipe technicien avec boss cap entrer sorti dans tout espace. Donc nous pas vle fortan, nous recommencer faire programme nous quand même pendant nous compter sous compréhension et puis tout nous dit tout auditeur, auditrice, commanditaire,
partenaires. Merci en pile pour patience yo avec appui yo. Nous remercier sincèrement tout ingénieur yo ensemble avec toute équipe yo qui fournit nous un travail professionnel haut niveau, travail yo pas trop loin fini. Nous va gagner pour tourner avec plus de détails pour. Pour Biden, c'est un peu une méthode et d'un projet, c'est ce fameux multilatéralisme. On vini donc sou 9e sommet des Amériques dans Los Angeles, dans États-Unis. C'est souti 6, rivé 10 juin, sommet des Amériques. C'est rencontre formelle côté chef d'État 35 pays, dans Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, à Caraïbes, rencontré, sommet à li fête chaque 3-4 années comme ça. Année ça, il y a 3 pays qui pas gain invitation pour participer, c'est Cuba, Venezuela, avec
qui gagne entre États-Unis avec Amérique latine, la question migratoire qui concernait l'Amérique latine avec les États-Unis, circulation bien entre Amérique latine avec les États-Unis, et puis la région, la Chine qui a monté sans arrêter et ça a gagné une série de conséquences tout. Pour faire ça, n'a coûté Laurence Nardon, c'est responsable programme Amérique du Nord dans Institut français des relations internationales IFRI. La répondre question Christophe Caron dans un podcast Slate FR. Les États-Unis sont un voisin écrasant pour toute l'Amérique latine. Leur PIB en 2020, c'était $63 500 par habitant, contre $7 200 par habitant seulement, en moyenne, pour les pays d'Amérique latine. Conséquence de cette asymétrie, les États-Unis sont un partenaire primordial pour toutes les économies latino-américaines, alors que seuls le Mexique et le Brésil figurent dans les 10 premiers partenaires commerciaux des États-Unis. Ça, c'est pour l'économie et le commerce. Mais surtout, le rôle international et la puissance militaire des États-Unis sont tels que l'Amérique latine semble toujours en retrait vis-à-vis du reste du monde. Ça, on le voit bien en Europe, mais je crois que c'est vrai en Asie, en Afrique, etc. Et cette domination des États-Unis sur l'Amérique latine n'est pas arrivée par hasard. Elle a été organisée dès le 19e siècle par une doctrine, la doctrine Monroe. Ça s'est fait en réalité en 2 temps. En 1823, c'est effectivement la doctrine Monroe qui refuse une bonne fois pour toutes l'ingérence des Européens, qui sont les anciennes puissances coloniales, dans les Amériques. Mais c'est surtout ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt de 1904, une déclaration du président Teddy Roosevelt, le premier, pas Franklin Roosevelt, qui autorise les États-Unis à faire la police dans tous les territoires qui sont au sud de leurs frontières, c'est-à-dire du Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu. C'est-à-dire tout le continent latino-américain. Oui, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Avec ce corollaire Roosevelt, si vous voulez, on passe de les Européens hors des Amériques à les Amériques aux Américains, ou plutôt aux États-Uniens, parce que en passant, il faut remarquer que les États-Unis se sont appropriés peut-être injustement l'adjectif américain. Les autres pays des Amériques le leur reprochent régulièrement. Et ça s'est traduit par un certain nombre d'interventions militaires en Amérique centrale de la part des États-Unis. En Amérique centrale au début du XXe siècle, et puis ensuite pendant la guerre froide, il y a eu des ingérences militaires et politiques de toutes sortes de la part des États-Unis dans l'ensemble de l'Amérique latine. Alors il faut citer évidemment le coup d'État au Chili en septembre 1973 qui a été soutenu, voire orchestré par Nixon et Kissinger depuis Washington, et qui a quand même mené au suicide de Salvador Allende, qui était le président socialiste élu démocratiquement, et puis aussi le soutien des Contras au Nicaragua dans les années 80, on était donc sous Reagan, contre les révolutionnaires sandinistes. Daniel Ortega, qui vient d'être réélu au Nicaragua, était d'ailleurs déjà là à l'époque. Donc il faut en conclure que Washington soutient généralement des régimes de droite, voire d'extrême droite ? C'était vrai dans le contexte de la guerre froide ou avec Trump quand il était à la Maison-Blanche, mais c'est quand même un peu plus complexe parce que côté Amérique latine, il y a un très fort anti-américanisme, mais qui n'est pas nécessairement de gauche. On dénombre 3 courants de cet anti-américanisme en Amérique latine. Le premier, il est fondé sur la défense d'une identité latino-américaine spécifique, l'origine ethnique, la langue ou la religion. Et là, d'ailleurs, on remarque que certains mouvements politiques d'extrême droite actuels se réclament de ce qu'on appelle le national-catholicisme, une idéologie politique qu'on fait remonter à Franco en Espagne. Le deuxième courant anti-américain, c'est celui des politiques nationalistes, comme par exemple celle de Juan Perón en Argentine, et puis l'impérialisme ou l'anticapitalisme, et qui, évidemment, est prisé des gouvernements de gauche dans la région. Le régime communiste de Cuba en a longtemps été la tête de file. Il a été relayé par l'Équateur sous la présidence de Rafael Correa dans les années 2007-2017. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup du Venezuela depuis Hugo Chavez et puis Nicolás Maduro qui est à la tête du pays depuis 2013. J'attire votre attention sur un fait intéressant, c'est que ces régimes de gauche sont toujours soutenus par la Russie de Poutine aujourd'hui. On aurait pu penser que ce ne serait pas le cas, mais il y a des envois de conseillers, des envois d'argent, etc., encore aujourd'hui. Poutine qui n'est pas vraiment de gauche.
revenons aux grands enjeux entre États-Unis et Amérique latine et parlons du premier, du point de vue des États-Unis, l'immigration. On avait vu avec Trump la fermeture de la frontière, le projet de construction d'un mur, les parents et les enfants séparés, les camps de transit installés au Mexique. Depuis que Biden est arrivé, il a une image beaucoup plus bienveillante, mais c'est clair qu'il n'arrive pas à régler cette situation. Je vous donne juste un chiffre, 2021, le nombre d'interpellations à la frontière américaine va sans doute avoisiner les 2 millions de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 millions d'arrivées, ce sont les personnes qui sont interpellées par la police des frontières américaines, elles sont renvoyées au Mexique immédiatement et elles retentent leur chance. Donc dans les 2 millions, il y a beaucoup de gens qui sont comptés plusieurs fois. Et comment se décompose l'immigration latino-américaine aux États-Unis ? Sur les 10 à 12 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui présents aux États-Unis, les Mexicains, depuis les années 60, étaient les plus nombreux, les plus anciens. Ils sont d'ailleurs présents aux États-Unis en moyenne depuis plus de 15 ans. Mais ça évolue. Cette année, pour la première fois, ces Mexicains représentent moins de 50% du nombre des illégaux aux États-Unis. Ils sont rejoints par les habitants du Triangle Nord en Amérique centrale, c'est-à-dire les habitants du Salvador, du Honduras et du Guatemala, ainsi que des Haïtiens. En Haïti, ça va très très mal. On a eu cet été l'assassinat du président en juillet et un tremblement de terre en août. Et puis, évidemment, le Venezuela. 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014. Alors, ils ne sont pas tous aux États-Unis, ils sont beaucoup dans les pays voisins du Venezuela, mais il y en a quand même qui arrivent jusqu'au Rio Grande. Cette crise migratoire, elle dure depuis une dizaine d'années, mais il faut quand même rappeler l'importance de la présence et de l'histoire latino aux États-Unis, qui est vraiment consubstantielle. Les explorateurs espagnols ont été les premiers Européens à découvrir tout le sud du pays, depuis la Floride jusqu'à la Californie. Et puis, l'immigration est ancienne. Vous avez vu que cette semaine sort une nouvelle version de West Side Story qui raconte, il y a 50 ans, la présence portoricaine à New York. Voilà pour la circulation des personnes et maintenant pour la circulation des biens. Quels sont les rapports économiques entre États-Unis et Amérique latine ? Il y a d'abord une aide économique qui va des États-Unis vers le sud. Alors c'est un des engagements de Biden en ce moment pour essayer de réduire les causes de départ de population d'Amérique centrale. Et puis par ailleurs, il y a le commerce. Là-dessus, pas mal d'évolutions en ce moment parce qu'on avait déjà vu que Trump remettait en cause le principe de libre-échange. Il a obtenu la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Sous son mandat, les États-Unis se sont également retirés du TPP, c'est-à-dire le partenariat transpacifique. Et en parallèle à ce retrait américain, on a vu la montée en puissance de la Chine dans la région. Après râler ça avec Laurence Nardon, responsable programme Amérique du Nord dans l'Institut français des relations internationales, eh bien, n'a venu sous agenda Biden pour Amérique yokounien. Biden, c'est un nègre qui connaît Amérique latine très bien. Il était occupé plusieurs fonctions qui fait que le tap traité de Amérique latine. Il c'est une monde qui était travaillé en pile sous ça, les plans Colombie contre narcotrafic, et puis il travaille sur un autre plan encore, il y aurait les alliances pour la prospérité, et c'est une artisan normalisation des relations diplomatiques entre États-Unis avec Cuba. Projet Biden pour Amérique latine, eh bien le Chita lança lui-même un agenda positif qui concernait Amérique centrale, Amérique latine en général, Caraïbes là. Et là-dedans, nous joignons des thèmes d'un coup changement climatique, migration, qui c'est une priorité. L'ANSA, la regardé qui plan, il a qu'à mettre en place contre problème qui, à la base, même phénomène migration massive vers les États-Unis et qui soutient en région Amérique latine. La question de la technologie, question démocratie et droits humains, et puis corruption. C'est des thèmes qu'on joigne l'ANSA. Ça, il y aurait les agendas positifs là, mais malgré il y a parlé de questions agenda positif pour l'Amérique latine, eh bien vision Biden d'après considération qui fait, il pas sorti dans vision traditionnelle en forme de leadership que les États-Unis
toujou ap chèche genyen pou region an, en particulier vision ke demokrat yo genyen nan relasyon yo avèk l'Amérique latine. Pour développer question sa yo, n'a koute extrait nan yon visioconférence Institut Relations Internationales Stratégiques te fait sous perspective Relations États-Unis avec Amérique Latine après Biden te fin rivé sous pouvoir. C'est Christophe Ventura, spécialiste Amérique Latine, Caraïbe, qui présentait agenda Biden nan pendant visioconférence sa. Il veut mettre en place un agenda multilatéral sous-régional, Joe Biden. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit essentiellement de proposer aux pays centra-américains, mexicains et caribéens de travailler avec les priorités et les problèmes, voire les menaces qui concernent les États-Unis au premier chef et qui sont donc de ce point de vue-là des thèmes de politique extérieure, mais avant tout des thèmes de politique intérieure. Ces thématiques, il les a définies, Biden, c'est le changement climatique, c'est les migrations massives, c'est le terme qu'il emploie lui, Biden, les migrations massives, ce sont les défis technologiques, tout ce qui est lié à la 5G, etc. C'est aussi la démocratie, la défense et la promotion des droits de l'homme qu'il considère comme étant attaqués, abîmés, par à la fois à l'intérieur le trumpisme, et puis aussi certaines forces qui sont avec le trumpisme comme le suprémacisme blanc, l'alt-right comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire les mouvances d'extrême droite, etc. Mais aussi à l'extérieur, et la corruption aussi, qui est un sujet qui fait partie des thématiques. Données qui sont un peu ces thématiques générales. La question prioritaire avec les Centra-Américains, c'est la question donc des migrations qui va être au cœur de la politique de Joe Biden. Alors il a lancé une série de décrets, vous avez vu dans la presse certainement, annulant les politiques les plus répressives de Donald Trump en la matière, en annulant le financement du fameux mur avec le Mexique qui en réalité n'a jamais d'ailleurs été au bout de ce qu'avait dit Trump, mais enfin en tout cas les financements ont été arrêtés. Il a pris des décrets pour arrêter tout ce qui permettait de séparer les familles de migrants sans papier arrivés aux États-Unis. Il a promis qu'il allait rétablir le statut temporaire des mineurs
migrants qu'on appelle les Dreamers aux États-Unis, qui sont arrivés aux États-Unis mineurs et dont Trump avait enlevé le statut temporaire de protection. Il va le rétablir. Donc ça, c'est une première gamme de décisions qu'a pris Joe Biden. Mais il a aussi annoncé un plan qui était déjà prêt pendant sa campagne, qui s'appelle le plan Biden pour la prospérité à l'Amérique centrale avec les peuples centra-américains. Ça, c'est un gros morceau de ce que veut faire Joe Biden dans les semaines et mois qui vont arriver. Eh bien, il s'agit tout simplement de lutter contre ce qu'il considère être les racines des migrations, c'est-à-dire la pauvreté, la corruption des États, la faiblesse institutionnelle des États, la mauvaise gouvernance, et puis aussi la lutte contre le narcotrafic. Et donc, c'est ça qu'il veut prioriser, Joe Biden, en proposant un plan de lutte contre ces phénomènes-là plutôt que des plans de militarisation ou de surenchère de militarisation permanente dans ces pays du Triangle Nord, mais aussi en imposant au Mexique, comme c'était le cas avec Trump, une gestion militarisée aussi des frontières sud du Mexique avec les pays centra-américains et de la frontière nord avec les États-Unis pour un peu relâcher cette pression sécuritaire et aller plus sur des programmes qui viseraient à lutter contre les phénomènes dont je vous ai parlé. Alors comment on fait ça? C'est une stratégie globale que veut mettre en place Biden, qui associe les États et qui les co-responsabilise sur la définition peut-être Moussa Kaye réagira là-dessus dans la région, quelle que soit la couleur politique des gouvernements d'ailleurs, puisque ça a été assimilé assez largement à un coup de force de Donald Trump contre une tradition qui visait à mettre à la tête de cette institution multilatérale des latino-américains. Donc son plan Biden, c'est de combiner des financements américains, mais aussi d'associer les États à la définition, je vous le disais, des objectifs et de leur mise en place, de faire en sorte que les États en question bénéficiaires des fonds puissent aussi eux-mêmes produire des ressources propres pour financer le plan. C'est pas que, en gros, de l'aide et de la subvention américaine à des gouvernements. Les gouvernements doivent faire des réformes, trouver des financements définis et voulus par Washington, qui vise à terme donc d'éradiquer ou en tout cas de tarir les raisons qui produisent les flux de migrants vers les États-Unis. Nous parlons d'un pays, les États-Unis, où la communauté hispanique est de 60 millions d'individus, dont 40 millions d'origine mexicaine. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs années, les principaux migrants viennent d'Amérique centrale et non plus du Mexique, contrairement parfois à ce qu'on peut avoir comme image médiatique en France. Donc, c'est ça le grand plan. Il veut faire en fait de l'Amérique centrale des pays de classe moyenne, Joe Biden. Alors, c'est pas très nouveau en réalité comme plan. C'est un peu la tradition démocrate. Kennedy avait fait ça avant lui. Ils avaient essayé en 2014, je vous l'ai dit tout à l'heure, de le faire. Ça a été avorté avec l'arrivée de Trump. Enfin, c'est la relance de ce plan-là qui va avoir des conséquences politiques. Voilà des données très intéressantes qui permettent de nous suivre à analyser ça qu'a dit ou bien qu'a sorti dans sommet Amérikio qu'a fait sorti 6 rivis 10 juin dans Los Angeles aux États-Unis. Et c'est comme ça on a fini actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qu'a passé sous scène internationale. Parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça gagné Martinique Première, Associated Press, Slate FR,
Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nou ka broukoute émission ça le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify ak Google Podcast. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa ka passé dans le monde. Événement qui rentre la caille non. Pour toutes oreilles sages, nous virer l'autre page à Alter Radio, vin faire révolution dans affaires radio. Tout mélomane, rétro-fan, tis espos coup, pas gain l'autre choix, 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, on besoin bien formé, et rester informé. Donc, on va gain l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy. Haïti dans les médias.